Bonjour à toutes et tous. Bienvenue au lycée agricole Terre de Gascogne à Bazas pour le premier des 4 débats organisés dans le cadre du Salon de l'agriculture Nouvelle-Aquitaine 2022. Ce débat, il faut que vous sachiez également, se situe dans le cadre de l'organisation Chaussez vos bottes, qui vise à accroître la visibilité des événements agricoles à destination du grand public. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais d'abord céder la parole à M. Trouche, qui est le directeur du lycée, merci de nous accueillir dans ce cadre champêtre très sympathique. C'est à vous, monsieur le proviseur. Merci bien. Ou directeur, je ne sais pas si on est proviseur dans un lycée agricole. On dit les deux. On dit les deux. Mais là, en lycée agricole, on dit plutôt directeur. Très bien. Bien, bonjour à tous et merci d'être là. Donc d'abord, merci à l'organisation du Salon de l'agriculture d'avoir choisi Bazas pour cette étape de ces conférences, puisqu'on inaugure le cycle des conférences AgriWeb TV dans le cadre du Salon de cette année. Donc c'est très bien. Sur la thématique de l'agroforesterie liée à l'élevage, donc je pense que la thématique sera présentée plus en détail tout à l'heure. Donc, le lycée de Bazas, c'est un lycée agricole et forestier. C'est donc, on forme au métier de l'agriculture et de l'élevage en particulier, mais aussi à tous les métiers liés à la forêt. Et on forme aussi sur un diplôme de bac technologique. Et donc, on a les élèves de la classe de bac technologique qui va présenter aussi le projet qu'ils ont mené dans le cadre de l'agroforesterie. C'est pour ça qu'ils sont là. Donc déjà, un grand remerciement aux partenaires professionnels, parce que l'idée de pouvoir associer des élèves, des agriculteurs qui viendront prendre la parole tout à l'heure, des techniciens sur une thématique donnée, donc cette fois-ci sur l'agroforesterie, c'est bien ça le sens de l'enseignement agricole et le fait que l'on puisse croiser les regards et que chacun puisse s'imprégner aussi du regard de l'autre pour pouvoir avancer et se faire sa propre idée sur les innovations et le futur. Donc on est en plein dans les agroécologique qu'on nous demande donc de mettre en œuvre ici sur l'établissement. On dispose d'un outil qui est assez intéressant pour les apprentissages, puisqu'on a une exploitation agricole avec des bovins de la race Bazadez, bien évidemment, le tout sur à peu près 150 hectares. Et associé à cet élevage-là, on a des élevages avicoles dans lesquels on a ces fameux dispositifs agroforestiers qui sont juste derrière moi et qu'on ira, je pense, visiter après la conférence. Voilà. Donc, un grand merci au Salon de l'agriculture et au comité d'organisation d'avoir pensé aussi à délocaliser ce salon, le faire pénétrer dans les territoires et permettre aux élèves, sans avoir à se déplacer sur le salon, de pouvoir participer à des échanges, à des débats pour justement parfaire leur culture. Voilà, donc merci bien et je vous souhaite une bonne conférence. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Donc, entrons dans le vif du sujet. L'agroforesterie, c'est un peu retour vers le futur. Elle existait bien avant que l'on invente le mot. Mêlée dans une même parcelle, arbres fruitiers ou autres, avec des cultures ou des animaux d'élevage, remonte à loin. Certains diront même que c'est vieux comme le néolithique. Et pourtant, voilà que cette pratique ancestrale, certes sous une forme quelque peu revisitée, est redevenue moderne et porteuse d'avenir dans un contexte de changement climatique, d'appauvrissement des sols, de baisse de la biodiversité, de problématiques de l'eau, de bien-être animal, etc., etc. Bref, voilà qu'elle se révèle innovante selon le mot magique de notre époque. Sur le plan institutionnel, on peut dater ce renouveau à 2014, année où s'est tenue au ministère de l'Agriculture la première journée nationale de l'agroforesterie, suivie en 2015 du lancement d'un premier plan national de développement de l'agroforesterie, avec des premières mesures de soutien à la clé. Depuis, le mot et la chose ont fait leur chemin. Ce sont désormais les réseaux nationaux comme l'Association française d'agroforesterie qui structurent les initiatives des agriculteurs, lesquels peuvent bénéficier des aides de la politique agricole commune ou bien du plan de relance Plantons les haies. Sur les haies, justement, selon des comptes de l'association Arbres et Paysages 33. Cette association a contribué à planter environ 500 km de haies depuis 1996, ce qui n'est tout de même pas rien, avec une accélération du mouvement ces dernières années.
Pour autant, si l'affirmation des vertus de l'agroforesterie favorise une dynamique, la partie est loin d'être gagnée, car aujourd'hui encore, globalement, on le verra avec nos spécialistes, on arrache encore plus d'arbres et de haies en terrain agricole qu'on en replante. Il y aurait donc, à minima, de la pédagogie à faire. Donc c'est tout l'objet de la rencontre proposée ce matin au lycée agricole Terre de Gascogne à Bazas. Nous allons donc aborder le sujet en 3 temps. Tout d'abord en compagnie de 2 experts qui sont à mes côtés, Alexandre Parizel de l'Association française d'agroforesterie et Martial Vidal de l'association Arbre et 33. Avec eux, nous poserons les bases, les définitions de l'agroforesterie. Dans un second temps, avec les élèves de terminale STAV, alors il paraît qu'on dit STAV, c'est ça, avec l'appui d'une vidéo, nous diront comment ils se sont appropriés ce projet agroforestier de parcours de volailles mis en œuvre dans leur établissement. Et dans un 3e temps, nous élargirons la table ronde à 2 agriculteurs qui viendront témoigner de leur expérience de terrain. Myriam Caraz, qui est élève des porcs bio à Sauviac, en Gironde, et Michael Gay, qui est élève des volailles Label Rouge à Calin, dans les Landes. Nous rejoindra également en visio Marc Bessry, directeur de l'exploitation du lycée agricole de Saint-Yrieix en Haute-Vienne. Alors ce n'est pas du tout à fait un inconnu dans ces murs, puisqu'il y a initié, m'a-t-on dit, le premier projet agroforestier à Bazas. Donc voilà, la présentation étant faite, je me tourne vers nos spécialistes, vers monsieur... voilà, vers M. Parizel et vers M. Vidal. Et on va commencer par des questions très simples, très basiques. L'agroforesterie, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Comment peut-on la définir en quelques mots, sachant que derrière ces mots, il y a quand même des contenus? Oui, donc pour moi, la définition que j'ai de l'agroforesterie, c'est une association de végétaux, donc plusieurs strates végétales sur une parcelle. Il y a évidemment une strate arborée qui est essentielle et une strate aussi composée d'un milieu prairial, une culture ou un couvert végétal qu'on va implanter. Donc c'est cette association-là qui fait que ça devient de l'agroforesterie, et après on peut ajouter d'autres composantes, que ce soit de l'élevage, volailles, herbivores, tout type d'élevage associé. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. De toute façon, ça a été très bien résumé par mon collègue. L'agroforesterie, c'est en effet, c'est combiner en fait 2 cultures sur une même parcelle. Donc, il parlait beaucoup d'élevage, mais on peut aussi imaginer donc les cultures végétales, la vigne, le blé, les cultures maraîchères. Elle a aussi, alors, c'est une culture qui peut être complémentaire de la culture qu'on fait déjà. Par exemple, je prends l'exemple de l'élevage, ça peut être produire des compléments fourragers. On peut produire, par l'exploitation du bois, on peut produire de la litière, ce genre de choses. L'agroforesterie, voilà, c'est vraiment un complément à ce qu'on fait déjà à l'agriculture. Donc ça ajoute potentiellement des nouveaux revenus aux agriculteurs qui la pratiquent. Tout à fait. Alors, il y a des revenus qui sont, entre guillemets, non palpables. Il y a déjà tout ce qui est biodiversité, les auxiliaires de culture qui peuvent venir directement et indirectement aider la culture. Donc, je parle des pollinisateurs, les prédateurs des ravageurs de culture. On peut voir... d'autres choses, c'est-à-dire, on prend l'exemple de l'agroforesterie. Donc l'agroforesterie, ça comprend les arbres dans la parcelle, mais ça va comprendre aussi ce qu'il y a autour, notamment les haies champêtres, tout simplement. Les haies champêtres, en fait, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais c'est du bois sur pied, c'est une forêt périphérique à la parcelle agricole, et c'est du bois qui peut tout à fait être exploité. Aujourd'hui, dans le contexte par exemple, une haie pour le bois énergie, par exemple. Pour le bois énergie, dans le contexte de changement climatique, où on nous demande de plus en plus de partir sur des énergies renouvelables, la haie champêtre, c'est producteur de bois énergie, c'est du bois en fait qui est là, qui est disponible. On peut tout à fait l'exploiter sous forme de bois bûche, sous forme de bois plaquette, qui peut être exploité dans des chaudières collectives, ce genre de choses, ou directement être exploité sur l'exploitation. Alors, l'agroforesterie, le mot est assez neuf, comme je le disais tout à l'heure, mais la pratique est ancienne. Donc, j'aimerais que vous nous expliquiez en quoi l'agroforesterie, que certains font remonter au néolithique, est innovante aujourd'hui. Qu'est-ce qui différencie
le neuf, l'innovant de l'ancien. Et qu'est-ce que ça apporte de nouveau? Oui, en soi, on se base beaucoup sur des savoir-faire, des savoirs paysans qui remontent voilà, à longtemps maintenant. Beaucoup de personnes font de l'agroforesterie un peu sans le savoir et se disent bah, en fait, toute ma ferme est en agroforesterie et j'apprends le terme maintenant. Et donc, évidemment, on essaye de se nourrir de ces savoir-faire, de ces pratiques qui sont des fois quasiment, parfois dans certains territoires perdus. On essaie de se les réapproprier et d'améliorer continuellement en fait les systèmes et les propositions qu'on va avoir, les propositions techniques, les propositions d'aménagement, avec la nouvelle connaissance qu'on est en train d'acquérir par les nouvelles technologies, par la meilleure connaissance du vivant. On commence à mieux comprendre pourquoi certaines pratiques ont pu émerger, pourquoi on associait certains arbres avec la vigne. Et maintenant, on a vraiment des explications aussi scientifiques. On arrive à mieux comprendre ce qui se passe et quelle est l'utilité qu'on va pouvoir avoir dans le cycle du vivant. Donc on passe. Vous voulez dire que ce qui se faisait de manière empirique, maintenant se fait de manière scientifique et beaucoup plus pointue et beaucoup plus affinée, c'est ça? On arrive, oui, à rentrer vraiment dans cette dynamique-là. Tout à fait. Et c'est quelque chose qui est aussi important pour bon nombre d'agriculteurs pour franchir une des étapes et se tourner vers l'agroforesterie, d'avoir un peu une justification aussi de concrètement l'arbre, quels sont les impacts que je vais avoir au sein de mes parcelles, que ce soit agro-environnemental, que ce soit au niveau économique, en matière de bien-être animal. Toutes ces questions-là, on est de plus en plus capable d'avoir ces réponses. Monsieur Vidal, alors la haie d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle apporte de plus que la haie d'antan? La haie d'aujourd'hui, elle apporte finalement rien de plus que la haie d'antan, en fait. Fut un temps, en fait, pour les agriculteurs, en fait, c'était souvent la seule revenu en bois, par exemple. Aujourd'hui, on y apporte beaucoup, voilà, on y trouve des intérêts agronomiques, comme ce que disait Monsieur Parizel. On commence voilà, à prouver les interactions qu'il y a entre la culture et la haie. Mais en soi, elle n'a pas changé d'utilité, finalement, elle est toujours là, elle a toujours été là. Et aujourd'hui, voilà, on arrive vraiment à lui donner un sens, et c'est vraiment le changement aujourd'hui qui est remarqué. Alors, oui, c'est même quelque chose aussi qui est assez frappant, c'est que dans certains paysages, il y a certaines formes arborées, on parle de trognes, d'arbres têtards, d'émondes, où en fait on a des reliquats un peu du passé et certains agriculteurs reviennent vers ces pratiques-là parce qu'ils reprennent conscience en fait des usages et de pourquoi c'était fait à ces temps pour répondre à des objectifs spécifiques. Et donc maintenant, quand dans certains territoires, on essaye de revaloriser l'existant, de revaloriser la ressource et d'être sur un schéma un peu circulaire, plus local, on se rend compte qu'on se réapproprie un peu ces différents métiers de l'arbre. Alors, comment, puisque la démarche est ancienne, mais elle est relativement récente, comment, du point d'observation d'où vous êtes, vous évaluez l'évolution de l'agroforesterie sur ces 10 dernières années? Aujourd'hui, comment s'inscrit ce mouvement, sachant que ce qui était ressorti des échanges qu'on avait eus téléphoniquement hier, sachant que malheureusement, il se détruit encore plus d'arbres et de haies en France actuellement qu'il ne s'en replante. Néanmoins, expliquez-nous pourquoi vous avez l'espoir d'un avenir meilleur, si j'ose dire. Oui, c'est ce que vous disiez. Oui. Aujourd'hui, il y a toujours plus de haies qui sont détruites, malheureusement. Il faut savoir que depuis les années 60, c'est 600 000 km de haies qui ont disparu en France. 600 000. 600 000. C'est plus de la moitié de ce qu'on avait. Aujourd'hui, voilà, petit à petit, en fait, en région, on arrive à... Voilà, déjà, les réseaux se restructurent pour replanter des haies. Mais surtout, voilà, il y a un engouement, on va dire, aujourd'hui, des agriculteurs qui commencent à se réapproprier ce genre de questions. Ne serait-ce voilà, pour des raisons vraiment agronomiques ou des raisons, voilà, il y a vraiment une demande sociale aujourd'hui pour ça, de retrouver un petit peu de nature. Oui, mais alors la demande sociale ou sociétale est-elle la même demande que celle de l'agriculteur? C'est une vraie question. Non, mais finalement, elles se rejoignent en quelque sorte. C'est-à-dire que tout le monde y trouve son compte finalement dans ce qui est en train de se faire. L'agriculteur, voilà, il trouve des intérêts agronomiques, peut trouver des intérêts économiques. Le particulier, n'importe qui, en fait, il trouvera un intérêt esthétique. Il faut savoir que l'arbre a toujours été une composante essentielle du paysage. On ne s'en rend peut-être pas forcément compte, mais voilà, chaque paysage a ses arbres typiques. Et c'est vraiment, on redonne aussi, voilà, on essaie de redonner cette image
comment dirais-je, je trouve pas exactement le mot, mais c'est vraiment typique, redonner de la typicité, voilà, leur donner leur typicité au paysage. Mais peut-on imaginer des arbres dans d'immenses champs de maïs, de colza Oui, il suffit d'y mettre les moyens en fait. Alors bien sûr, ça se fera pas comme ça du jour au lendemain. Faut revoir le fonctionnement de l'exploitation en quelque sorte. Faut calibrer ce qu'on va faire à l'exploitation et déjà voir si c'est possible. Peut-être que la configuration actuelle d'une exploitation n'est pas forcément adaptée au passage agroforesterie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on parlait que voilà, la haie c'est quelque chose de très ancien, mais aujourd'hui il ne faut pas oublier que les 30 glorieuses sont passées, il y a eu du remembrement, il y a surtout eu de la mécanisation et de la spécialisation qui des fois n'est pas forcément en fait compatible avec l'agroforesterie. Donc c'est quelque chose qui se réfléchit. C'est pas, on n'y tombe pas comme ça du jour au lendemain. Pour ceux qui ont complètement arrêté, mais voilà, c'est quelque chose qui se réfléchit, c'est quelque chose, je pense que tous les agriculteurs peuvent y arriver d'une manière ou d'une autre, que ce soit des arbres dans la parcelle ou autour de la parcelle, en haie champêtre. Je pense que chacun en fait peut apporter sa petite pierre à l'édifice. Et oui, moi il y a 2 points pour lesquels je suis assez optimiste aussi, c'est que typiquement il y a des groupements d'agriculteurs en Beauce qui mettent en place des projets agroforestiers là depuis quelques années sur des parcelles qui sont conséquentes. C'est des parcelles qui font entre 130 et 200 hectares d'un seul tenant. Et donc on a des projets conséquents qui montrent qu'il y a des projets agricoles, agroforestiers, dans des territoires qui bougent. Et ce qui me rend aussi optimiste, c'est qu'il y a de plus en plus de réseaux, de structures qui œuvrent avec les agriculteurs et pas contre ou pas dans une dynamique vraiment de j'impose des notions réglementaires, j'impose des techniques, mais en fait je viens travailler avec l'agriculteur, je viens questionner quelles sont les contraintes qu'il a, quels sont ses objectifs pour faire une proposition où l'arbre ne devient pas un élément intrusif dans son système, mais une partie essentielle en fait, et quasiment un fondement du système agricole. Alors, il semble qu'il y ait un réel intérêt, et c'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui, entre élevage et agroforesterie. En quoi l'agroforesterie favorise-t-elle l'élevage, qu'il soit élevage de volailles, bovins, porcins Déjà, pour l'élevage, l'intérêt, c'est déjà, mais c'est des sujets qu'on avait déjà abordés au début. C'est notamment, par exemple, le bien-être animal, apporter des zones d'ombre, apporter des zones où il fait un peu plus frais, surtout avec les étés qu'on a ces dernières années qui sont de plus en plus chauds, de plus en plus durs. Le fait d'avoir ne serait-ce qu'à garder quelques arbres dans une parcelle. Je pense que tout le monde peut le constater, tous les éleveurs pourront le constater. Quand il fait très chaud, en fait, les vaches, elles restent pas, elles vont pas faire bronzette. Au contraire, elles vont aller se mettre au frais sous l'arbre pour ruminer tranquillement. Voilà, question de bien-être animal, question aussi de complément. On peut, selon les espèces qu'on plante, on peut faire des apports fourragers supplémentaires pour le bétail. Donc ça, c'est plutôt pour les bovins ovins. Pour apporter en complément alimentaire, donc ça peut être l'apport de petits fruits, ce genre de choses. Donc on en parlera peut-être avec Madame Caraz, les élevages porcins, où beaucoup de fruitiers ont été plantés. Nous éleveurs qui témoigneront de leur expérience tout à l'heure. Voilà, faire des apports nutritifs, de nourriture. Et puis après, le dernier point, ça va être l'apport de, comment dirais-je, notamment par l'exploitation du bois. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'était faire de la plaquette pour faire des remplacements de litière. Plutôt qu'utiliser de la paille, on peut utiliser du bois plaquette ou faire du mélange en fait, pour limiter, on va dire, ce qu'on fait rentrer dans l'exploitation. C'est des choses qui peuvent être produites dedans. Le bois, ça suppose une logistique derrière. Ça suppose une logistique, mais on a de la chance, notamment ici on est en Gironde, on a des régions très forestières. En fait, ça existe déjà. On a déjà les broyeurs, on a déjà le matériel, on a déjà le personnel. C'est déjà des méthodes qu'on connaît déjà. Alors, il y a quelques adaptations à faire parce qu'on n'abat pas une forêt comme on abat une haie. Parce que le but, c'est pas de la détruire, c'est qu'elle repousse d'elle-même, c'est que ce soit un système durable. On n'est pas là pour l'exploiter de manière définitive, mais au contraire, derrière, on va chercher à ce qu'elle se régénère et que en fait, c'est presque quelque chose de perpétuel en fait. C'est durable. Donc oui, il y a tous ces services qui sont apportés et des produits apportés par l'arbre. Et il y a aussi quelque chose qui est assez marquant dans les parcours volailles qui sont bien aménagés. On va avoir des bosquets, on va avoir des arbres isolés, des haies. C'est qu'on va avoir une meilleure homogénéisation, une répartition des volailles sur le parcours.
et ce qui va limiter en fait des risques, des problématiques sanitaires, favoriser par l'arbre une épuration du milieu. On va avoir vraiment un système qui va être, qui va répondre aux enjeux de durabilité. Et donc en répondant au bien-être animal, mais aussi pour moi une composante qu'on oublie souvent, c'est aussi le bien-être de l'éleveur. Le fait qu'il ait la possibilité de faire un projet qui lui corresponde, et puis de se sentir bien dans l'environnement, dans son environnement de travail. Et donc, on parle beaucoup de bien-être animal, mais aussi il faut penser l'arbre en tant qu'outil pour le bien-être de l'éleveur. L'agriculture est de plus en plus sous le regard du consommateur et sous le regard de la société. Quel retour avez-vous des citoyens, des consommateurs par rapport à l'agroforesterie? C'est quelque chose auquel ils sont sensibles quand ils achètent une volaille, quand ils achètent une viande, et comment c'est valorisé tout ça? Oui, c'est quelque chose qui est de plus en plus mis en avant, et on voit bien parce qu'il y a aussi la filière qui change aussi des contraintes au niveau des cahiers des charges. On commence à voir apparaître dans un certain nombre de cahiers des charges la nécessité d'avoir des parcours arborés. Avec, il y a des contraintes par rapport à ça, mais il y a vraiment une envie et des volontés du consommateur de mieux connaître les systèmes d'élevage dans lesquels d'où proviennent les œufs, par exemple. Est-ce que ça peut aller jusqu'à apparaître sur les étiquettes, par exemple? Tout à fait. Il y a des initiatives qui souhaitent justement porter l'image des parcours arborés de l'arbre en système avicole sur le packaging. Sur l'œuf, sur le poulet qui va être vendu. Et donc, j'avais un collègue qui disait souvent 50% de l'œuf, c'est un produit d'image. Et donc, dans cette volonté un peu aussi marketing et reconnaissance par le consommateur, l'arbre, il a toute sa place. Je rebondis sur ce que vous disiez. Oui, effectivement, de plus en plus, l'agriculture, elle est sous le regard très attentif du consommateur. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a vraiment une demande de revenir vers des systèmes plus responsables, on va dire. Donc, effectivement, les consommateurs sont de plus en plus sensibles à voir les initiatives qui peuvent être engagées par les agriculteurs pour améliorer l'agriculture de manière générale. Peut-être vous vouliez rajouter quelque chose? Peut-être un dernier point, parce que c'est important, la réglementation. Est-ce qu'aujourd'hui, il est facile de mettre en œuvre un projet agroforestier? À quel type de contraintes doit-on faire face? Comment ça se passe? Donc, on œuvre un peu au quotidien pour faire évoluer la réglementation, pour tenir compte des problématiques de terrain. Elle évolue plutôt dans le bon sens au fur et à mesure, et c'est pour ça aussi qu'on a un rôle, et que les réseaux agroforestiers ou toutes les structures qui travaillent dans l'agroforesterie puissent toujours travailler avec les services de l'État, avec les services qui vont mettre en place ces réglementations pour faire en sorte qu'elles soient menées en bonne intelligence. Donc c'est quelque chose qui est fait de plus en plus, et donc je pense on est évidemment partie prenante des discussions qui sont dans la déclinaison de la PAC à venir aussi, la politique agricole commune, et donc c'est des aspects qui sont évidemment très importants à intégrer. Je voudrais rajouter que mais même les pouvoirs publics, au contraire, incitent vraiment au passage, poussent vers ce que les exploitations aillent vers des systèmes plus agroforestiers, dans le sens où depuis de nombreuses années maintenant, en fait, les départements, les régions, en fait, donnent des aides financières pour aider à l'installation de projets agroforestiers. Donc on a vraiment, les pouvoirs publics poussent vraiment dans ce sens aujourd'hui. Et là, dernièrement, ces 2 dernières années, depuis l'an dernier, c'est avec le plan de relance où l'État a mis de l'argent sur la table pour pouvoir toujours continuer à implanter des systèmes agroforestiers. Donc aujourd'hui, tout se met en place pour que toutes les exploitations. Et si je suis éleveur et que j'ai un projet qui me trotte en tête, auprès de qui je vais chercher tout ça, chercher le conseil, chercher l'argent, comment je peux mettre ça en place à mon niveau d'agriculteur?
À votre niveau d'agriculteur, en fait, vous pouvez tout simplement... Il y a des réseaux qui sont déjà existants. Donc, il y a la FAF, il y a le réseau dont je fais partie, c'est la FAC, Association française de l'arbre champêtre, qui sont en fait dispersés, on va dire, dans tous les territoires. Donc, que ce soit ici pour la Nouvelle-Aquitaine, il y a plusieurs structures qui s'en occupent. Il y en a dans toute la France aujourd'hui. Et qui font à la fois le conseil. Qui font à la fois le conseil. Et l'aide au montage de dossiers. L'aide au montage de dossiers, qui font la fourniture. En fait, aujourd'hui, le but, c'est vraiment que chaque agriculteur puisse quasiment avoir un projet agroforestier clé en main, en quelque sorte. Oui, on a aussi, en tant que structure nationale, on a une adresse mail unique qui est plantation@agroforesterie.fr qui permet à tout agriculteur qui a des questions, qui souhaite être mis en relation avec une structure technique, de nous contacter et nous, en fonction du territoire dans lequel on est, de l'orienter vers une structure technique compétente pour réaliser son projet agroforestier et aussi de le renseigner sur les dispositifs d'aide qui existent au niveau de son territoire. Bon, très bien, je crois qu'on va peut-être arrêter là au niveau de cette première partie. Merci, merci messieurs. Là, on va peut-être entrer dans une phase un peu plus concrète, puisque nous avons sous les yeux, je ne sais pas si la caméra peut le capter, mais nous avons sous les yeux l'exemple d'un projet agroforestier, celui qui est développé au lycée agricole de Bazas. Donc, ce sont les élèves de Terminal Stav qui le mettent en œuvre. Et avant qu'on en discute avec quelques-uns de ces élèves, ils nous ont préparé un petit film. Donc, si on pouvait le projeter, ce serait parfait. Merci. Localisé en Sud-Gironde, à environ 60 km de Bordeaux, l'EPLEFPA de Bazas, Terre de Gascogne et ses 3 centres constitutifs sont situés au cœur de la zone de production de la viande labellisée bœuf de Bazas, au confluent des massifs forestiers de la vallée de la Garonne et des Landes. Le lycée agricole peut accueillir jusqu'à 300 élèves et comprend 3 filières de formation en lien avec les domaines de l'élevage, la forêt et l'aménagement et la valorisation des espaces. Le CFPPA propose quant à lui des formations majoritairement forestières. L'architecture des formations proposées par le lycée agricole et le CFPPA est ainsi cohérente avec les filières professionnelles locales et régionales et correspond à l'identité et aux besoins du territoire. L'exploitation agricole du lycée, située en milieu périurbain, s'étend sur 140 hectares composés pour l'essentiel de prairies. Elle possède également un centre équestre. Celui-ci fonctionne avec un public extérieur ainsi qu'avec les enseignements facultatifs dispensés auprès des élèves du lycée. Le système de production de l'exploitation comprend 2 élevages. Un élevage bovin laitant de race basadaise, naisseur et engraisseur, sous IJP bœuf de Bazas, avec vente de reproducteurs, et un élevage avicole avec des productions de poulets label rouge. Support pédagogique indispensable aux formations proposées et à la qualité des enseignements, la ferme du lycée agricole constitue également une vitrine pour la profession et un lieu d'expérimentation et d'innovation. Le développement de l'agroforesterie sur l'exploitation s'inscrit dans cette dynamique. C'est un des leviers pour évoluer vers des pratiques agroécologiques et favorisant le bien-être animal. La dynamique de partage d'expériences et l'essaimage de bonnes pratiques sur le territoire sont également des aspects importants. Cela est permis grâce au partenariat avec des structures professionnelles du territoire, Association française d'agroforesterie. Quand est-ce que le projet agroforestier a démarré sur la ferme du lycée? Alors le projet a été démarré en 2012. Donc les plantations qui ont été faites en premier lieu se trouvent ici sur ce parcours volaille. Donc, vous pouvez voir une haie qui est assez diversifiée avec du chêne, du frêne. L'idée de cette première plantation, c'était de fournir aux animaux des conditions de bien-être animal, de confort par rapport à l'ombrage que permettent les arbres. Ensuite, il y a d'autres plantations qui ont été faites jusqu'en 2015 pour atteindre 300 arbres sur les différents parcours. Donc là, vous voyez, il y a un certain nombre de lignes de plantation qui ont été faites au sein du parcours volaille. Donc là aussi, on va retrouver des essences diverses, chêne-liège, pommier, prunier. Et on va avoir aussi des espèces qui sont un peu plus champêtres, du charme, etc. Un autre objectif du dispositif agroforestier de l'exploitation est l'insertion paysagère des bâtiments d'exploitation, puisqu'on se situe en zone périurbaine, à proximité de la ville de Bazas et à proximité également de quartiers résidentiels. Un autre avantage aussi des arbres est la production de fruits qui vont pouvoir complémenter l'alimentation des animaux.
Autour de cette parcelle pâturée par les bovins, on peut voir donc différentes haies qui ont été implantées sur les contours de la parcelle. Ceci permet d'améliorer la biodiversité et également le paysage. Alors ici, nous sommes devant une parcelle pâturée par des jeunes génisses que l'on voit au fond de la parcelle. Donc ici ont été implantés des arbres fruitiers, des cerisiers, des poiriers, des pommiers, de manière à ce que les animaux puissent trouver de l'ombrage pendant les périodes chaudes de l'été. Depuis 2019, plusieurs classes du lycée agricole utilisent le dispositif agroforestier de l'exploitation comme support d'apprentissage. Chaque année, les classes du bac technologique STAV spécialité aménagement travaillent sur des projets de plantation. En octobre 2021, la classe de terminale a travaillé sur un projet d'aménagement d'un parcours agroforestier sur un futur bâtiment volaille. Pour moi, l'agroforesterie, c'est une association entre les arbres et les cultures. C'est une association d'arbres dans les champs et les forêts ou dans les prairies qui tire un bénéfice réciproque. Ça apporte de la beauté sur le paysage. C'est bien pour le bien-être animal, pour les abeilles, pour la biodiversité aussi. Ça permet à l'agriculteur de faire du bois de chauffage ou du bois d'œuvre. Ou du paillage pour les arbres. Et pour remplacer la paille pour les bovins, on peut mettre des copeaux de bois en litière. Un temps essentiel a été consacré en début de semaine à un état des lieux des plantations sur l'exploitation, à la rencontre avec les acteurs de ce projet et à la compréhension de la logique de la démarche. À partir de recherches documentaires et de témoignages d'agriculteurs engagés en agroforesterie, les élèves se sont familiarisés avec les techniques existantes. L'étude des cahiers des charges de production sous label et en agriculture biologique ont été importantes pour connaître les aspects réglementaires concernant la végétalisation des parcours et l'agroforesterie. Les rencontres avec deux agriculteurs des Landes de Gironde, Michael Gué et Xavier Planty, tous deux engagés en agroforesterie depuis de nombreuses années, ont été très riches en enseignements. La première des choses que l'on doit garder vivantes, parce qu'on en fait partie intégralement, c'est la vie de nos sols. Et nous ici, les volailles, ils ont déjà des forêts derrière qui vont jusqu'à la rivière. Cette haie, elle va fonctionner au niveau racinaire, elle va être intéressante au niveau mécanique par rapport au vent dominant plein ouest. Elle va effectivement protéger la parcelle. Donc là, sur cette haie, vous avez l'objectif, c'était de protéger du bruit, vous disiez, et du visuel. Et en même temps, ils attirent aussi, parce qu'on a des arbres de Roger, il y en a quelques-uns, il n'y en a pas de... Et vos parcelles agroforestières, elles font combien de taille? L'agroforesterie, ça représente ici, ça fait 4 hectares. Sur combien d'hectares 56. 56. Le travail de synthèse avec l'Association française d'agroforesterie a ensuite permis aux élèves de définir les objectifs et les perspectives d'aménagement agroforestier du parcours du bâtiment de production avicole. L'étude du comportement des volailles a notamment été déterminante pour proposer des aménagements adaptés. Des propositions d'aménagement ont ainsi été réalisées. Des plans et des esquisses du projet de plantation, en utilisant différents outils, ont été dessinés. Des conseils quant au choix d'essence, aux modalités de plantation et à l'entretien ont été donnés et plusieurs scénarios ont été proposés. La dernière phase a consisté en une présentation de ces différents scénarios du projet à l'équipe de direction du lycée, suivie d'une discussion. Le projet des élèves sera prochainement utilisé pour le chantier de plantation prévu cet automne sur l'exploitation. Alors, 5 élèves qui ont participé à ce projet que vous venez de voir sur écran nous ont rejoints pour en discuter de manière un peu plus approfondie. Alors, on va d'abord les présenter. Et pour bien dire qui est qui, je voudrais que chacun lève la main à l'évocation de son prénom. Alors, Carla, Emma,
Justin, Briac et Mathéo. Alors, je voudrais vous poser une question préalable. Est-ce que vous êtes tous issus d'un milieu agricole? Moi non. Moi non plus. Moi oui, d'une certaine manière. J'ai un tonton qui est agriculteur. Moi pas du tout. Et pour ma part, pareil du tout, je n'ai aucun lien. Et qu'est-ce qui vous a attiré dans ces classes sciences et technologies, l'agronomie du vivant? Et qu'est-ce qui vous a attiré dans cette spécialité aménagement des espaces? Tout d'abord, je pense que c'est la vision de l'espace dont nous étudions et de la proximité avec la nature que nous avons avec les différentes interventions que nous effectuons au cours de notre formation. Quelqu'un d'autre Non. Bon, alors on va entrer dans le projet. Alors le projet sur lequel vous travaillez, comment en avez-vous eu connaissance? Tout d'abord, l'agroforesterie elle a débuté en 2012 sur notre exploitation. L'exploitation a réfléchi à un projet pour produire des poulets bio. Donc on a dû respecter un cahier des charges de l'agriculture bio, donc qui impose des parcours arborés. Et c'est la chef d'exploitation qui est notre commanditaire. D'accord. Et donc pour le lycée, ça a été important que des élèves travaillent sur l'agroforesterie. Rien à ajouter. Bon, mais comment vous l'êtes approprié comment ça s'est passé alors depuis combien de temps vous êtes travaillé dessus? Depuis le début de l'année? Ou depuis 2 ans? Non, on a eu une information. C'était un stage territoire, donc d'1 semaine. Et du coup, on a fait la rencontre d'acteurs du territoire, de professionnels, et on a commencé le projet. Et vous avez été convaincu de l'intérêt de l'agroforesterie? Comment vous le représentez? Nous, tout de suite, on a été portés par le projet, car du coup, on nous parle beaucoup du bien-être animal, et donc l'agroforesterie y contribue parfaitement. Donc, on nous a bien présenté le projet, et nous avons tout de suite accroché à ce type de projet. Est-ce que vous-même, vous avez un projet d'installation dans le futur? Est-ce que l'agroforesterie vous intéresse dans une future pratique professionnelle, ou bien dans un rôle de conseil, par exemple? Alors, je sais que ce sont des questions assez personnelles, mais si quelqu'un veut y répondre. C'est vrai qu'après, c'est un système qui est plutôt raisonné et qui est bon pour la biodiversité. Donc, c'est un système que l'on peut recommander à différents acteurs ou à différents systèmes d'agriculture. Mais après, pour notre part, on n'est pas forcément dirigé vers l'installation d'un système agricole pour une vie professionnelle. Alors, je voudrais que vous me parliez un petit peu de votre fonctionnement dans le cadre de ce projet. Comment vous êtes réparti le travail? C'est un travail collectif? Comment est-ce que chacun a planché sur quelque chose en particulier? Premièrement, les premiers jours, on a rencontré Monsieur Parizel de l'Association française d'agroforesterie. Oui, qui est intervenu tout à l'heure. Avec qui nous a donné des conseils sur la conception du projet. Nous avons aussi fait l'état des lieux de l'exploitation avec lui. Les jours suivants, donc nous sommes allés à la rencontre d'éleveurs, Monsieur Parizel, Monsieur Aguet et Monsieur Planty. Et nous avons fait la bibliographie sur l'agroforesterie. Et donc les derniers jours, nous avons fait la proposition de plan par plusieurs petits groupes sur différentes thématiques. Et quand vous avez fait cet état des lieux, vous avez découvert quoi? Qu'est-ce qui vous a frappé le plus? C'est que c'était quand même une zone qu'il fallait aménager. Il n'y avait quasiment rien dessus. C'était important pour aussi l'image du lycée d'avoir aussi des installations qui sont rénovées et d'actualité pour permettre d'accueillir plus d'élèves ou même d'avoir une meilleure visibilité. D'accord. Et alors aujourd'hui, vous en êtes où alors, de la mise en œuvre de ce projet?
Là, nous, on a proposé le projet pendant notre stage territoire. Donc, c'était au début de l'année, vers octobre. Et donc là, le projet a été accepté. Et l'année prochaine, peut-être l'année prochaine, nos successeurs en filière STAV, c'est eux qui commenceront à faire les premières plantations de nos arbres. D'accord. Et le projet est calibré pour combien de volailles, combien de poulets? Et du coup, c'est pour une exploitation de volailles en bio. Donc, je n'ai plus les chiffres, mais c'est pour... en tout cas, il y a beaucoup moins de volailles que sur des exploitations en grand nombre. Alors, qu'est-ce que vous a apporté ce travail? Quel enrichissement en avez-vous tiré sur le plan de vos études? L'agroforesterie, ça s'inscrit dans notre parcours scolaire. Donc, on a appris plein de choses sur ce mode de fonctionnement en agriculture, par exemple pour les volailles. Et oui, ça a été enrichissant pour notre culture personnelle et pour peut-être nos futurs travails plus tard. Si quelqu'un veut compléter, n'hésitez pas. Hein. Bien. Et alors, quels sont les aspects qui vous ont paru les plus importants? Donc, tout d'abord, nous avons eu des problématiques. Donc, il a fallu faire attention au contexte du site pour choisir des essences qui soient adaptées au sol et au climat local et prendre en compte les vents dominants et les nuisances sonores des bâtiments venant des alentours. Ensuite, il a fallu porter une attention sur le placement des essences pour permettre une bonne exploitation, une bonne exploration du parcours pour les volailles. Et pour la dimension sociale, une facilité d'entretien donc, par le placement des essences choisies. Et quelles essences avez-vous retenues? Des essences mellifères pour les pollinisateurs, des essences fruitières aussi pour les fruits qui pourraient nourrir les poules. Et, voilà. Le projet inclut des ruchers aussi, hein? Non. Non. Sur les essences, quelqu'un a quelque chose à préciser? Et nous avons pris donc, les essences qui sont aussi présentes déjà sur le site pour en implanter pour qu'elles soient vraiment adaptées et qu'il n'y ait pas de difficulté de pousse. Vraiment des espèces locales et mellifères pour bien favoriser la biodiversité. Et comment peut-on se représenter ce projet dans l'espace, c'est-à-dire combien de haies, combien d'arbres, à quel endroit, comment vous avez abordé ça? Mais tout d'abord, on a choisi il me semble, des haies tout au long sur le parcours, sur les tours, pour, comme j'ai parlé, des vents dominants pour éviter qu'elles soient frappées par le vent, ce qui peut être une source de stress. Et donc après, toutes les essences ont été bien placées afin d'optimiser l'exploration, de ne pas fournir trop d'ombre au départ pour éviter qu'elles restent bloquées en fait, au départ, et donc pour les emmener à explorer partout. Donc nous avons bien optimisé l'espace et placé des bosquets, des haies, des arbres fruitiers partout, un peu partout, mais de façon optimisée. Et est-ce que vous pouvez m'indiquer dans cette formation spécifique quelle était la part de la formation théorique et la part que vous avez consacrée sur le terrain réellement? Sur le terrain, on y a quand même consacré un certain nombre d'heures parce que nous sommes allés directement voir au terrain du lycée comment aménager l'espace avec diverses essences. Nous sommes aussi allés voir certains acteurs, ce qui a permis aussi de prendre exemple sur comment utiliser au mieux l'espace et comment faire pour que le bien-être animal des poules et des poulets soit le mieux optimisé. Donc oui, on y a consacré quand même quelques heures accompagné de M. Parizel, certains acteurs. Donc vous avez été constamment en lien direct entre la théorie et le terrain. Oui, on a réussi quand même à lier le terrain et des recherches bibliographiques ou des recherches documentaires faites dans nos classes au lycée. Et dans ce projet qui vous a été proposé et qui sera suivi par vos successeurs, alors vous étiez au départ où il y avait déjà une promotion qui avait travaillé dessus, non?
Oui, la promotion de Terminal Stav l'année dernière avait déjà commencé à travailler sur ce projet. Donc vous êtes la deuxième promo. Vous avez bien débroussaillé le terrain ou vous avez dû beaucoup bosser derrière? On n'a pas tellement fait d'aménagement terrain à élaguer ou quelques actions comme ça. Nous c'était vraiment la théorie et vraiment comment aménager l'espace. Nous n'avons pas forcément fait d'action pour aménager vraiment le terrain. C'était, oui, comme dit Justin, c'était surtout de la conception du plan pour ce qui va être effectué prochainement, l'année prochaine, pour la prochaine promo en fait. Donc la prochaine promo va mettre en œuvre ce que vous avez construit cette année. Tout à fait, c'est exactement. Voilà, en espérant que ce que vous avez construit tienne la route. Est-ce que ça tient la route? Vous êtes convaincu? Mais du coup, comme on a vu plusieurs acteurs, dont Monsieur Planty et d'autres, le projet a été bien reçu et affirmé. Donc nous sommes oui, prêts et oui, nous sommes convaincus de notre projet en fait. Je suppose que ça n'a pas toujours été simple. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières que vous avez rencontrées, que vous avez dû surmonter, et comment vous en êtes sortis? Oui, on a eu quelques difficultés, comme par exemple le choix des essences, parce que nous, les connaissances sur les essences des arbres, on ne les avait pas, donc on a dû faire quelques recherches sur Internet ou dans des recherches bibliographiques, mais on s'est surtout aidé des partenaires qu'on a vus sur le terrain, des essences qu'ils avaient pu mettre, parce qu'il fallait qu'elles soient adaptées au sol, et il fallait que ce soit des essences favorables à la biodiversité, et comme on a pu le dire tout à l'heure, nous avons choisi surtout des essences mellifères pour les pollinisateurs. Après, en autre difficulté, on a eu le budget qu'il fallait respecter, et aussi une contrainte sur le temps, parce que le temps était assez limité. On a eu une semaine pour présenter le projet. Et donc, grâce au partenariat avec l'Association française d'agroforesterie, donc M. Parizel, et les deux acteurs que nous avons rencontrés, les deux agriculteurs, M. Planty et M. Gay, on a pu mener à bien ce projet et pouvoir le rendre dans les temps. Personne n'a rien à ajouter, n'hésitez pas. Et alors donc aujourd'hui, vous êtes convaincu des avantages de l'agroforesterie et vous êtes prêt à en faire la promotion? Bien oui, c'est vrai qu'on a compris quand même qu'il y avait pas mal d'avantages pour l'agroforesterie. Donc comme l'a pu dire aussi les intervenants, M. Parizel précédemment, voilà, ça peut améliorer aussi donc l'image du lycée en quelque sorte, parce qu'on essaye d'être au mieux dans la biodiversité, dans le respect de la faune et la flore. C'est vrai qu'il y a des avantages, ce terme-là. Même le bien-être animal. Le bien-être animal, c'est quand même assez important aujourd'hui. Et ça nous permet aussi d'avoir certains gages de qualité. On peut y mettre, par exemple, les labels. Donc ça peut être plus valorisé. Et puis même aussi en termes économiques, c'est une meilleure valorisation. Pour la vente de produits, c'est une valorisation. On peut y voir aussi un meilleur paysage. Parce que implanter des arbres, ça va aussi rendre beau le paysage, être attractif. Cela aussi nous permet d'avancer dans la transition agroécologique de notre exploitation. Et ça peut aussi, alors c'est pas notre but principal, mais ça peut aussi avoir donc les fruits par exemple des arbres qui tombent pour les poulets, ou alors aussi le bois qui peut nous servir aussi de bois d'œuvre ou de bois de chauffage, mais surtout aussi des copeaux de bois qui peuvent aussi nous servir pour limiter les entretiens aussi. Donc il y a certains avantages qui sont bien. Je vois que vous insistez beaucoup sur l'image du lycée. Vous pensez que c'est important pour un lycée agricole de nos jours d'avoir justement ce volet à agroforesterie? Bien oui, parce que on est quand même représenté comme un lycée plutôt nature, plutôt respect environnement et tout ce qui est agricole. Donc oui, forcément, c'est quand même bénéfique pour notre lycée. Ça va améliorer notre image. On peut aussi attirer plus d'élèves dans nos formations, que ce soit dans la formation agricole, dans la formation forêt, ou même en STAV. Et tout ça en relation évidemment avec le regard des consommateurs, mais surtout celui de la société. Et c'est un peu comme ça d'ailleurs que votre directeur l'a introduit tout à l'heure. Bien, mais écoutez, je crois que je ne vais pas rajouter à votre supplice parce que
Je vous vois un peu, mais merci beaucoup. Et merci beaucoup pour ce que vous faites. Et j'espère que ça vous apportera, vous, sur le plan personnel, et puis ça vous apportera sur le plan de votre cursus. De votre cursus. Je suppose que tout ça est sanctionné par un examen à la fin de l'année, uniquement sur ce volet ou sur un ensemble de choses. Non, pas forcément. On a déjà été l'année dernière évalué sur ce projet-là. Mais le but, vraiment, c'était pas forcément d'avoir une note. C'était vraiment pour notre culture personnelle et pour s'enrichir. Et bien aussi pour le lycée, pour les générations futures. Eh bien, merci beaucoup pour votre participation. Et je pense que vos collègues peuvent vous applaudir quand même. Bien, merci, vous pouvez regagner vos places. Et maintenant, nous allons un petit peu élargir le débat. Alors, je vais demander à nos experts de revenir. Et puis, vont venir s'ajouter Madame Carraz, Myriam Carraz, qui élève des porcs bio à Sauviac, et Monsieur Gay, qui élève des volailles à Calin, dans les Landes. Et nous rejoint, est présent avec nous en vidéo, Monsieur Bessery, qui est l'actuel directeur d'exploitation du lycée agricole de Saint-Yrieix, mais qui est un ancien de la maison, puisque c'est lui qui a initié le premier projet agroforestier du lycée de Bazas. Alors, je voudrais me tourner d'abord vers Madame Carraz et Monsieur Gay, qui sont, eux, des éleveurs, des agriculteurs engagés concrètement dans l'agroforesterie. Alors, j'aimerais rapidement que l'un et l'autre me décrivent les caractéristiques de leurs exploitations concernées par le système agroforestier. Alors, qui veut commencer? Madame Carraz, allez-y. Allô. Oui, alors nous, je présente un peu notre exploitation. Hein, donc vu le temps, les hommes sont au foin. Donc c'est moi qui représente la famille Carraz, installée dans le Bazadais depuis 1993 et en élevage depuis 2018. Voilà. Voilà. Vous parlez bien dans le micro, je pense. Oui. Alors, on a commencé l'élevage en 1998. Donc, on a environ 200 porcs à l'année, toujours on est en bio, je précise. Et on a 120 brebis et une trentaine de vaches. Donc, on a préparé tout un système, on a, avec l'arbre et paysage depuis 2015, on a commencé à mettre quelques arbres. Ensuite, pour délimiter un peu la propriété. Et là, depuis 6 ans, on a fait des petites parcelles d'à peu près 4000 m². Et du coup, on a pu... on tourne, on fait des rotations. Et du coup, les bêtes sont dans cet espace-là. Voilà, donc je ne sais pas si je continue les avantages ou pas. Non, après on approfondira. Juste simplement, dans votre système, vous êtes en vente directe, il faut peut-être le préciser. Oui, voilà. Donc nous, on est en vente directe dès le début. On fait les marchés, on livre des AMAP, on vend à la propriété. Et donc voilà, donc nous, on a un atelier de transformation et on fait nos préparations et on vend tout ce qui est charcuterie, on vend aussi des produits de frais, enfin voilà. Monsieur Gay. Moi, Monsieur Gay, exploitant agricole sur les Hautes-Landes, sur une propriété de 56 hectares. Sur lequel on fait essentiellement du légume et de la production de poulet label rouge. On a 27 cabanes mobiles sur 2 sites. Et on avait beaucoup de forêts sur ces terres, mais on a été obligé de replanter
un peu plus d'arbres, déjà pour le confort, pour le nôtre et pour le confort des animaux aussi. Et donc là-dessus, on fait de la vente directe aussi de légumes et un peu de poulet aussi. Voilà. Et on va peut-être rentrer un peu plus dans le vif de vos exploitations, de vos projets. Alors, d'abord, quelles ont été vos motivations pour aller vers l'agroforesterie et quels sont les principaux aspects que vous avez dû intégrer pour mettre en place votre démarche? Alors, tout d'abord, nous, on avait récupéré une exploitation en fermage d'une dizaine d'hectares et il n'y avait aucun arbre, rien sur l'exploitation. Et nous, pour le bien-être quand même animal, on avait décidé de faire une première... comment on appelle ça ? On avait planté des arbres justement pour délimiter un peu l'exploitation au départ. Et ensuite, on a vu qu'il y avait quand même pas mal notre biotope commençait à se développer. On avait quand même pas mal d'animaux qui arrivaient, enfin pas mal des oiseaux de plus en plus et tout. Donc c'est pour ça qu'on a profité pour... Et ça, excusez-moi, rapidement, vous avez vu arriver un enrichissement de la biodiversité. Tout à fait. Dans quel délai? Parce que les plantations, il faut que ça mette du temps pour arriver. Oui, bien sûr. Après, ça a mis quand même quelques années. Donc c'est surtout maintenant qu'on voit les effets, parce que ça a commencé quand même depuis 4-5 ans, on a commencé à avoir des pies, des choses comme ça, et après plus ça allait, puis on a une multitude d'oiseaux que je ne connais même pas, que je connaissais pas, et donc là franchement on a vraiment une faune extraordinaire, quoi. Quand on sort, on les entend, c'est vrai, c'est très 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 agréable et pour notre confort et pour les animaux aussi, parce que c'est comme vous aviez dit tout à l'heure, c'est pour aussi pour le vent, pour le soleil et tout ça, donc les animaux se mettent dessous. Donc franchement, grâce à Arbres et Paysages, on a pu mettre en place quand même des essences, comme vous disiez aussi tout à l'heure, qui étaient adaptées à notre terrain, quoi. Et donc c'est vrai que franchement c'était une belle expérience, et franchement j'espère qu'il y en a d'autres qui le feront, parce que c'est vraiment agréable. Et là, à ce stade, vous pensez que votre projet de plantation en relation avec la dimension de votre élevage est abouti, ou vous avez encore des choses à y apporter? Ou non, c'est pas abouti, il y a toujours des choses à rajouter quand même, mais... Ça, je crois qu'il faut toujours continuer et puis avancer là-dedans, quoi. Oui. Alors, puisque vous avez la main, Monsieur Gay, alors allez-y, développez. C'est vrai, c'est ce qu'a dit, c'est important. On voit, nous, c'est un peu trop récent, les nouvelles plantations qu'on avait fait, mais sur les sites qu'on a, il y avait déjà des arbres. Il y a une petite rivière qui passe pas très loin, donc nos élevages, en tous les cas, allaient toujours vers l'été, en tous les cas, vers les zones d'ombre, vers ce secteur. Et puis même pour nous, c'est quand même beaucoup plus agréable d'aller sur des parcours où il y a un peu de végétation, plutôt que de voir des champs où il n'y a rien, quoi. Donc le système de haies qu'on a implanté grâce à la FAF aussi, et puis aussi nos deux autres organismes qui nous ont aidés d'ailleurs là-dedans, le groupement EcoCert qui participe aussi à ça, et mon groupement agricole, Maïsadour. Donc ils nous ont bien aidés à implanter tout ça, et donc à avancer sur ces parcours qui manquaient en fait, Alors j'ai cru comprendre à travers les discussions que j'ai eues hier avec vous au téléphone que le bien-être animal était quand même assez central dans votre démarche, mais est-ce que, puisqu'effectivement le bien-être l'animal c'est la principale source de votre revenu, mais à travers les arbres et est-ce que vous envisagez, ou est-ce que vous avez une diversification, est-ce que vous avez d'autres usages, est-ce que vous avez des fruitiers que vous récoltez, est-ce que vous faites au niveau de la biomasse éventuellement, est-ce que vous, que sais-je, des arbres avec un projet de bois d'œuvre, est-ce que vous savez ça derrière, ou bien est-ce que vous êtes centré uniquement sur bien-être animal et enrichissement de la biodiversité? Nous, on est plus centré sur le bien-être animal quand même.
Donc, et aussi, ce qu'on a beaucoup remarqué, c'est au niveau de l'érosion, quoi. Ça évite toute... parce qu'entre les arbres, on a planté de l'herbe, du trèfle, du régras, des choses comme ça. Et ça nous permet de faire des rotations pour les bêtes. Et là, on a quand même remarqué quand même que aussi avec on appelle ça, la matière organique des arbres, ça enrichit beaucoup le sol, parce que nous, on est quand même dans le basadé, donc on a quand même des sols très sablonneux, il y a tout qui part dans les profondeurs. Donc, franchement, c'est vrai que ça, on y tient et on voudrait peut-être essayer de faire aussi tout ce qui est, on appelle ça, avec l'herbe, faire des rotations pour permettre à chaque bête, parce qu'on a quand même plusieurs bêtes, enfin, on a des vaches, des moutons et des porcs, donc pour pouvoir que ces bêtes-là puissent pouvoir pâturer à un moment donné et pouvoir faire des rotations. Et alors, pour nous, en bio, c'est très important. Mais si j'ai bien compris, c'est le porc qui représente l'essentiel de votre production, Oui, ou c'est oui, plus oui, équilibré? Le porc représente la plus importante partie de notre exploitation, mais il faut voir aussi que les porcs abîment beaucoup les arbres, quoi. Donc il faut vraiment faire attention et mettre des fils pour pas qu'ils aillent fouiller, parce que encore les poulets, je pense que ça le fait pas, parce que ça va pas trop. Enfin, je sais pas ce que ça peut. Voilà. Donc on est obligé aussi de tenir compte de ça, parce que voilà, c'est quand même important. Et puis comme je vous disais, on a bien remarqué que les sols se sont bien améliorés aussi grâce à ça, quoi. Donc, Monsieur Gay, bien-être animal, biodiversité ou autre diversification? Alors, essentiellement bien-être animal, c'est sûr. Mais déjà, sur les parcours qui existent, on fait aussi du bois de chauffage, du bois de travail, enfin du bois de travail non, parce que c'est pas l'essentiel, hein, c'est essentiellement du bois de chauffage. Mais les poulets sont très agressifs sur tout ce qui est arbres, arbustes et même les couverts végétaux qu'on peut faire. Donc, parce que nous aussi, on est sur des sables blancs, donc très légers et très peu humides. Donc, comme on disait tout à l'heure, enfin, comme vous en parliez tout à l'heure, l'agroforesterie doit être adaptée et les plantations doivent être adaptées à chaque exploitation et à chaque type de sol, parce que c'est vrai que c'est important. On avait fait, nous, des plantations il y a de ça 6 ans, des essences du secteur, hein. Mais qui n'ont pas repris du tout, parce que déjà parce qu'on n'était pas formé peut-être pour planter les arbres, hein, c'est pas dû à tout le monde de savoir faire ça comme il faut, et en plus mal orienté ou mal disposé, donc voilà, donc ça n'avait pas marché. Alors même les essences locales, ça ne s'apprivoise pas facilement. Tout à fait. C'est assez compliqué quand même à mettre en place. Mais c'est vrai que c'est intéressant de le faire, et de le faire avec des choses qui puissent être adaptées à chaque exploitation. Alors justement, votre démarche agroforestière, au niveau de vos produits, puisque vous vendez, alors vous en vente directe, vous en partie en vente directe, non? Les deux. Est-ce que cette partie-là est valorisée? C'est-à-dire, est-ce que par exemple les gens qui viennent à la ferme ou qui achètent chez vous ou sur les marchés, vous leur signalez que vos animaux évoluent dans des parcours agroforestiers, et ce qui leur apporte... En fait, on n'a pas une grande partie des gens qui viennent sur l'exploitation, mais quand on fait des portes ouvertes et tout, on leur explique bien comment ça marche et on leur explique comment on travaille, et ça, ils sont assez quand même sensibles. Moi, je confirme, mais les gens sont intéressés, et même super intéressés de savoir comment les exploitations tournent, comment on organise, comment les élevages sont, pardon. Comment les élevages sont dispo, enfin, comment on fonctionne en fait. Et ils veulent savoir vraiment si l'animal est bien, si les cultures sont bien menées. Enfin, il y a plein de choses en fait, hein. Donc les gens sont très intéressés et nous suivent de très près. Et vous nous dites que vous êtes partenaire de Maïs Adour. Oui. Donc est-ce qu'au niveau de la coopérative, ce type de démarche est valorisé? Alors ce type de démarche, pour l'instant, il commence à être valorisé, mais il n'est pas encore très valorisé. Bon, après, il y a aussi la crise actuelle qui fait que hein, c'est compliqué. Mais que ce soit pour le bio ou même pour le label, d'ailleurs, pour tout. Mais on espère le valoriser, oui, de plus en plus, hein, de toute façon.
Je voudrais quand même me retourner vers Monsieur Bessery qui nous attend en vidéo, qui patiente depuis un moment. Alors, bienvenue chez vous, Monsieur Bessery, parce que je pense que vous connaissez bien les lieux. Oula, je pense que vous connaissiez bien les lieux, à tel point que c'est vous, m'a-t-on dit, qui avez initié le premier projet agroforestier de ce lycée agricole Terre de Gascogne à Bazas. Donc, on m'a dit que c'était en 2012. Donc, je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous a motivé dans cette démarche? Bonjour à tous, d'abord, pour commencer. Désolé de ne pas pouvoir être parmi vous. Ça aurait été un grand plaisir que je puisse remettre les pieds sur l'exploitation de Bazas, mais le temps, les emplois du temps sont toujours assez contraints. Ouais, donc en effet, ouais, en 2012, je suis arrivé en 2012 au lycée agricole de Bazas, on a lancé le projet agroforesterie avec surtout une entrée production animale en fait. Et, bon, parce que d'une part, c'était la vocation de l'exploitation, avoir les productions animales. Ça a été très bien présenté tout à l'heure, la race basadaise, puis les élevages de volailles. Et moi, par ma formation, je suis plutôt production animale aussi. Et ce qui m'a le plus frappé, c'était le manque de bien-être des animaux, et en l'occurrence des volailles sur les parcours, quoi. Et ces parcours qui, d'un point de vue paysager, ça a été évoqué aussi, méritaient d'être vraiment améliorés. Voilà, c'est vraiment le point de départ. C'est le point de départ du projet. C'est dès la rentrée 2012, on s'est attaché à développer ce projet-là et à le mettre en œuvre. Dans la foulée, on s'est rapproché d'Arbres et Paysages 33, et puis la mayonnaise a pris et c'était parti. Mais vous avez démarré à un moment où agroforesterie était un terme qui était assez pas très connu, qui n'avait pas franchi les limites d'un certain milieu agricole. Donc vous étiez un petit peu pionnier à l'époque. Alors expliquez-nous quand même quelle était la motivation supplémentaire. Alors on n'en parlait pas trop, non. Après, bon, moi je connaissais un peu le concept, et puis c'est quelque chose que j'avais pu vivre par ailleurs, notamment à l'étranger. Et je trouvais que la situation, le contexte pédoclimatique correspondait tout à fait pour développer un projet de ce type-là, quoi. Et que ça pouvait qu'être que gagnant, à la fois sur le plan de la production animale et puis aussi sur le plan de l'amélioration de la biodiversité, de l'environnement sur l'exploitation. Après, je me suis appuyé sur des expériences aussi. Il y a des choses qui se font. Hein. Il y a déjà des exploitations qui étaient engagées, hein, notamment dans le sud-ouest. Hein. Il y en a quelques-unes qui étaient engagées. Hein. Donc, à force de mutualiser, enfin de bénéficier de tous ces retours d'expérience, on a réussi à mettre en place ce projet. Alors, je crois aussi que vous développez un projet agroforestier là où vous êtes maintenant, à Saint-Yrieix, avec des bovins et des châtaigniers, si j'ai bien compris. Donc, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait. Ouais. Donc, ici, sur l'exploitation de Saint-Thierry-la-Perche, en 2 ou 3 mots, donc on exploite. Saint-Thierry-la-Perche, c'est dans le sud du Limousin, hein, c'est au sud de Limoges. Donc on est dans un contexte pédoclimatique complètement différent de Bazas et des Landes. On est plutôt sur des sols argilo-sableux, voire argilo-limoneux, donc pas du tout la même configuration, et un climat qui, en principe, un petit peu moins chaud que Bazas, même si les choses évoluent considérablement ces dernières années. Sur l'exploitation, donc on exploite 190 hectares. Et on a 3 productions majeures. L'élevage bovin-viande, comme à Bazas, mais avec la race limousine. Donc on a 110 vélages, 110 vaches, à peu près 110 vélages à l'année, et en système d'essai-engraisseur, donc avec tout un système fourrager associé, évidemment. Une deuxième production animale, on a 200 brebis, donc c'est la petite production de l'exploitation pour la production d'agneaux de bergerie.
Et une troisième production non négligeable, c'est l'arboriculture fruitière, avec essentiellement la production de pommes. C'est essentiellement des vergers de pommes. Et on a une quatrième toute petite production, mais qui fait partie un petit peu du patrimoine de l'exploitation, c'est la châtaigne. La châtaigne, c'est quelque chose d'historique, de traditionnel en Limousin. Donc c'est vrai qu'on en trouve beaucoup, et nous sur l'exploitation, on a une vieille châtaigneraie. Les arbres ont aujourd'hui à peu près 70-80 ans. Ils sont un petit peu en fin de vie, mais ça reste quand même le petit truc traditionnel. Et les châtaigniers et les limousines font bon ménage? Alors, les limousines et les châtaigniers, oui, arrivent à faire bon ménage. Et donc, dans notre... en fait, on a démarré le projet en 2016, 2015-2016, avec la même problématique bien-être animal, en fait. On est rentré par la problématique bien-être animal, on était sur une exploitation avec... on a des prairies, on a des parcelles, hein, mais on n'avait pas forcément de l'ombre partout. Donc en termes de bien-être, ça laissait à désirer. Donc l'idée, c'était de recommencer ce que j'avais fait par ailleurs, de remettre sur pied un projet agroforesterie en associant production animale et l'arbre, mais en essayant de trouver un rôle un petit peu plus varié pour l'arbre. Et notre choix s'est vite porté sur le châtaignier, puisque parallèlement, il y a aussi une relance autour de la production de châtaignes dans la région de Saint-Thierry. Et donc, l'idée, c'était de construire un dispositif agroforestier sur une parcelle de 5 hectares à peu près, en disposant les châtaigniers en rangée, en ligne, mais de telle sorte que ça ne nous gêne pas non plus pour l'activité agricole, donc des espacements suffisamment importants, et en ligne de façon à pouvoir bénéficier des lignes pour délimiter des paddocks pour le pâturage des bovins, et des brebis aussi, on s'en sert aussi pour les brebis. Et donc voilà, on a bâti notre dispositif comme ça, donc ça fait 90 arbres à peu près, 90 châtaigniers qui ont été plantés sur 5 hectares. Et donc aujourd'hui, on exploite cette parcelle au pâturage avec, donc on a 4 paddocks dessus. On peut rediviser encore 4 paddocks. Et donc on a inclus ça dans notre système de pâturage tournant dynamique. Voilà, donc ça c'était le premier projet qu'on a monté en 2016-2017. Après, au-delà de la problématique bien-être, c'était le premier truc qui nous avait motivés. Bien-être animal, valorisation future des fruits des châtaigniers, donc les châtaignes. On n'y est pas encore, hein, ils vont commencer à donner là. C'est quelle perspective pour les châtaignes Pour la récolte? Oui. Oh là, on va commencer à avoir des fruits à partir de maintenant. Et disons que lorsque les arbres auront 10 ans, on va rentrer sur un processus de récolte qu'il va falloir mettre en place, quoi. Donc c'est la raison pour laquelle aussi on a choisi de mettre ces arbres en alignement, de telle sorte à ce qu'on puisse aussi mécaniser par la suite la récolte, quoi. Et donc depuis, oui, il y a des objectifs, enfin pas depuis, mais il y avait d'autres objectifs sous-jacents qu'on n'a pas forcément mis en avant, mais qui existent, quoi. Donc ça a été évoqué aussi par les différents intervenants. C'est l'aspect conservation des sols. Même si on n'est pas sur des sols fragiles comme les sables, etc., la conservation des sols, c'est un sujet qui nous préoccupe, hein. Donc autant prendre les devants. La question du stockage du carbone aussi, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus. Et puis sur nos exploitations, on commence aussi à évaluer à la fois les émissions de carbone et puis ce qu'on est capable de stocker en termes de carbone. Donc ça rentre vraiment dans les objectifs du projet. Et à tel point que on arrive quand même à valoriser l'ensemble le dispositif, on arrive à le valoriser d'un point de vue zootechnique dans les animaux, parce qu'on commence vraiment à avoir de l'ombre, mais aussi en matière de reconnaissance, puisque ça rentre dans la reconnaissance HVE, par exemple, quoi. Le label haute valeur environnementale. Donc le fait d'avoir de l'agroforesterie, c'est toujours un élément en plus. Et ça rentre aussi dans le calcul de
nos structures d'intérêt écologique pour l'exploitation. Il faut savoir que donc vous nous dites que la démarche HVE inclut l'agroforesterie. Oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Tout à fait. Il faut savoir que nous, l'exploitation, on est sur une exploitation qui était plutôt de type conventionnel. On est toujours conventionnel, on a un peu de bio, mais on n'est pas tout en bio, mais conventionnel, plutôt productive, donc intensivement productive. Donc l'évolution du contexte et les enjeux font qu'il a fallu qu'on embraye assez rapidement sur la transition agroécologique. Donc l'agroforesterie, c'en est un volet, mais il y a plein d'autres volets qu'on a mis en œuvre depuis. Et donc voilà, on est dans cette mouvance-là. Et puis j'aurais une dernière question à vous poser. Alors je sais qu'elle est peut-être un petit peu délicate, mais 10 ans après, quel regard vous portez sur le travail agroforestier qui se fait sur votre ancien lycée de Bazas et sur le travail des élèves qui ont présenté ce projet tout à l'heure? Un regard, comment dire, je trouve ça c'est super et encourageant, puisque je vois les images, je reconnais bien les lieux, je vois ce qu'il y a derrière, j'ai vu quelques images aussi des parcours. Il y a des choses qui sont restées, et d'un point de vue paysager, il y a un élève tout à l'heure qui parlait du paysage, ça a vraiment changé la configuration, moi j'ai vécu les premiers étés sur les parcours où c'était un désert, les parcours volailles. C'était pas, j'aurais pas voulu être à la place des volailles, C'était très très, d'un point de vue conditions de vie pour les animaux, c'était quand même assez dur. Donc j'imagine bien qu'aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus facile. Ce qui m'a attendri, entre guillemets, c'est aussi l'implication des élèves sur le projet du petit parcours poulailler. Voilà, c'est quelque chose. Ça me fait toujours plaisir quand je vois les élèves qui s'impliquent sur un projet de ce type-là et qui arrivent à intégrer à la fois les différentes dimensions, la dimension zootechnique, la dimension paysage, environnementale, etc. Et ouais, ça fait chaud au cœur. Et nous, on est aussi dans cette démarche-là, donc je ne vous l'ai pas dit, mais moi aussi, je n'ai pas de STAV, on travaille avec des bacs pro, essentiellement. Il y a aussi des BTS, génie des équipements agricoles. Tout le monde trouve sa place aussi dans les projets, et les projets, on les monte aussi avec les apprenants, Voilà. Donc, ils sont impliqués un petit peu à tous les niveaux. Donc, oui, je trouve ça vraiment très réconfortant de voir que les jeunes et leurs encadrants, les enseignants, continuent à aller dans ce sens-là. Merci. Je vais me retourner vers messieurs les experts. Alors, au travers de tous ces témoignages, y compris ceux des lycéens avant, quel regard portez-vous, puisque vous êtes à la manœuvre sur le terrain en permanence? Comment vous jugez ces expériences et quels sont les espoirs que vous en retirez pour la diffusion de l'agroforesterie? C'est très positif, globalement. C'est bien de voir qu'en fait tout le monde intègre petit à petit ce genre de pratiques, qu'elles sont comprises surtout, en fait, que voilà, tous les grands enjeux, je pense qu'ils sont compris même par le monde agricole de manière générale, c'est des notions qui sont de plus en plus inculquées, je pense aussi dans les différentes formations. Donc c'est très encourageant, en fait, pour l'avenir. Ce que j'aime bien, un peu, c'est le dénominateur commun de tous ces projets-là, ça reste l'humain. Et donc il y a une place très importante sur le fait il y a des éleveurs, il y a des agriculteurs derrière, il y a des étudiants, il y a du milieu enseignant, et que toutes ces personnes-là ont un peu aussi un objectif commun sur une bonne prise en compte de nos territoires. Et donc je trouve ça très encourageant, très beau. Alors, vous me disiez hier, quand on me parlait du rapport entre ce qui se replante mais ce qui malheureusement se déplante, vous disiez il y a une interrogation centrale de l'agriculteur, quelque part, qui se dit que la société y trouve son compte, très bien, mais moi, est-ce que j'y trouve mon compte? Donc comment faire pour convaincre davantage d'aller vers cette démarche?
Ce qui a été évoqué en fait par tous les intervenants, c'est déjà le bien-être animal en fait. Je pense que le bien-être en fait de ces animaux quand on est en élevage animal, c'est le bien-être. Ok, mais le bien-être apporte en termes d'image, mais l'agriculteur lui parle de valorisation. Alors, les valorisations peuvent être diverses au-delà de l'image. On a longtemps parlé de tout ce qui est exploitation du bois, bois d'œuvre, bois énergie. J'en parlais tout au début. Je pense qu'il y a un énorme débouché à venir au-delà de la forêt. La forêt est déjà en flux tendu. On est en concurrence avec la pâte à papier, ce genre de choses, le bois de construction. On est déjà en flux tendu et on nous demande en fait de plus en plus de migrer vers des énergies qui soient renouvelables. Le bois en fait partie, au-delà de l'éolien, du solaire. Et donc en fait, il y a vraiment en fait un créneau qui est à prendre par le monde agricole pour justement venir prendre cette demande naissante en fait. Et aussi quand on parle bien-être animal, bon certes il y a un effet pour la société, pour l'animal, mais moi en tant qu'éleveur, qu'est-ce que je vais en retirer? C'est que le bien-être animal va avoir des répercussions zootechniques directes. Un animal qui est bien, qui a des arbres, qui bénéficie d'un espace ouvert, il va avoir des problèmes sanitaires beaucoup plus faibles. Et donc ça a des répercussions sur, que ce soit sur les consommables qu'on va utiliser au sein de nos ateliers d'élevage. On va avoir moins de pertes, on va avoir plus de production qui va être, que ce soit sur la ponte ou sur le gain en masse de nos volailles, du fait de ces systèmes-là qui sont mis en place. Donc l'arbre, dans ce système-là, porte la performance économique et aussi agro-environnementale. Bien, je crois qu'on est arrivé au bout de ce débat. Je vous remercie d'y avoir participé. Mais je vais inviter Dominique Grassier à venir nous rejoindre. Dominique Grassier, qui est le président du Salon de l'agriculture de Bordeaux et qui va venir nous dire un petit mot, puisque ce débat a lieu dans le cadre du Salon de l'agriculture de Bordeaux et qui sera suivi d'autres débats. Donc, Dominique Grassier, c'est à vous la parole. Et merci Jacques et bonjour à tout le monde. C'est un grand plaisir de venir ici à Bazas, dans un lycée, et devant des jeunes étudiants parler des problèmes agricoles plutôt d'avenir, même si des choses existent à titre d'exemple, mais il y a des choses aussi à travailler pour l'avenir. Donc j'aurais trois choses à dire. C'est que dans notre région, l'agriculture et la forêt, ça ne date pas d'aujourd'hui, les complémentarités, parce que c'est l'agriculture sur un peu plus d'1 million d'hectares de notre région qui a pris sa place au milieu de la forêt pour servir de pare-feu. Donc voilà, aujourd'hui c'est un retour des choses sur d'autres parties. Toutes les petites régions ne sont pas au même niveau. Donc c'est sûr que des parcelles, y compris dans la zone forestière, de plus de 50 hectares, il y a besoin de réfléchir par rapport à l'érosion, la biodiversité, comment on fait. Et la forêt aussi a besoin d'agriculture pour se sécuriser. Voilà, ça c'est la première chose que je voulais dire. Et pour tous les étudiants en agriculture, il faut regarder la forêt. Ici, on est là pour regarder la forêt. C'est souvent beaucoup de choses que l'on fait en commun dans la gestion du territoire, la gestion du drainage des différentes parcelles et ainsi de suite. Et c'est une forêt qui, elle aussi, est cultivée. Et là, on se retrouve dans l'agroforesterie plutôt à la parcelle ou à bordure parcelle. Mais je voulais dire qu'au niveau un peu macroéconomique et macro-géographique de la région, ces équilibres-là, il faut qu'on les fasse, qu'on les maintienne et qu'on les amène maintenant à la parcelle. Deuxième chose que je voulais dire, Jacques a demandé, mais qu'est-ce que ça rapporte? Qu'est-ce que ça rapporte? C'est toujours la question que l'agriculteur se pose in fine quand même. Non, mais c'est avec beaucoup de satisfaction que j'ai entendu ta préoccupation. Mais je crois que l'agroforesterie, alors le thème c'est agroforesterie et élevage. L'agroforesterie, c'est un des éléments majeurs pour défendre l'élevage en plein air. Il ne faut pas attendre d'avoir des parcelles plantées pour gagner l'argent là-dessus. Mais tous nos signes de qualité en volaille, mais pas uniquement, sont liés à l'élevage en plein air. Et l'agroforesterie, c'est un plus sur le bien-être animal, sur les performances souvent. Il y a quelques
quelques éléments à régler, notamment après la grippe aviaire, ainsi de suite, pour voir comment on peut traiter les parcours entre deux bandes. Mais c'est des choses qui vont être faites, pas facilement, mais qui sont à l'ordre du jour. Mais la plus-value de l'agroforesterie, c'est la plus-value tout simplement de l'élevage en plein air. Et la concurrence entre nos produits en plein air et les produits faits à l'intérieur n'est pas terminée. On a des animaux à cycle plus long, avec moins d'indices de consommation, donc un prix de vente plus important. Et aujourd'hui, par rapport à la hausse des prix des intrants, il faut être très très attentif sur la manière de rentabiliser ce type d'élevage. Voilà. Et ça, c'est quand même plus qu'une fierté de la région. Ça fait partie de l'identité de la région Nouvelle-Aquitaine, l'élevage en plein air. Bon, il y a le bovin, ça c'est bien sûr, ça intéresse tout le monde, mais il y a la volaille, il y a les porcs, tous les élevages sont intéressés par le plein air. Voilà, la dernière chose que je voulais dire, c'est que au nom du Salon de l'Agriculture, je remercie le lycée de Bazas. Alors je veux dire, on a une militante, c'est votre responsable d'exploitation, Françoise Lamette, mais remercier le directeur et vous remercier aussi les élèves de vous servir du Salon de l'Agriculture. Il est fait pour vous, pour débattre un certain nombre de sujets, et pour parfaire aussi vos connaissances et faire profiter les uns des autres des initiatives de chacun. Aujourd'hui, on a sur AgriWeb TV un peu plus d'une trentaine de thèmes techniques qui ont été traités, qui sont à disposition de vous tous, les élèves, de vos professeurs également. Mais voilà, n'hésitez pas à vous en servir. Ce que vous organisez ici, ce n'est pas uniquement pour vous, c'est un peu pour l'ensemble de l'enseignement agricole de la région. Et cette complémentarité entre tous les thèmes et toutes les régions, c'est vraiment une richesse pour l'éducation et l'apprentissage agricole. Voilà, alors servez-vous-en, continuez à travailler là-dessus et intéressez-vous également aux sujets qui sont traités ailleurs pour ne pas refaire deux fois la même chose, mais explorer en permanence des pistes nouvelles. En tout cas, merci à tous et merci au lycée de Bazas de cet accueil. C'est vous qui organisez, enfin qui inaugurez ce qui est devenu la quinzaine de l'agriculture de la région. Donc on va aller dans d'autres lycées avec d'autres thèmes cette semaine. Vendredi, il y aura une soirée internationale parce qu'on a beaucoup d'éleveurs et d'organismes d'élevage internationaux qui viennent dans la région, qui visitent toutes les races. On est berceau quand même, il n'y a pas que la Bazadaise dans la région, on est berceau aussi de la Bazadaise. Et Dieu sait si Aquitanima a fait pour la sauvegarde de la race Bazadaise depuis une trentaine d'années. Mais enfin, il y a la Limousine, la Blonde d'Aquitaine, à Partenaise. Voilà, donc on a des éleveurs qui viennent nous voir et qui repartent, y compris avec des idées d'agroforesterie pour chez eux. Et ils viennent chercher essentiellement la génétique, mais voir une génétique adaptée. On a un fort contingent d'Espagne, mais quand vous voyez les dessins avec les chênes verts, là, les encinas, bon, on se rend compte que, voilà, alors il y a des porcs ibériques, il y a des taureaux de combat, il y a des races locales, la Morucha là-dessous. Mais bon, ça fait partie des systèmes certes très extensifs, mais c'est déjà de l'agroforesterie. Voilà, donc vendredi, soirée internationale, et après, on démarre le salon, et il y a 9 jours assez intenses, avec pas mal d'élèves de lycée qui viennent aider les éleveurs également. Je pense que vous serez les uns ou les autres sollicités. Et en tout cas, Françoise Lamette, je pense, se tient à votre disposition pour le recrutement. C'est le sergent recruteur, ou un des sergents recruteurs du salon. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin d'année scolaire. Et j'espère que tout ce que vous apprenez ici, Jacques, tu travailles pour la pâte à papier, mais quand même, avec ce que vous apprenez ici, voilà, ça vous servira toute la vie. Et Dieu sait si l'agriculture et les métiers du vivant, c'est des choses enthousiasmantes. Je ne sais pas si les fils d'agriculteurs se sont cachés quand, Jacques, tu as appelé tout le monde au pupitre, ou alors si ça correspond à la proportion
des élèves dans le lycée. Mais il y a pas mal de jeunes qui ne sont pas issus du milieu agricole directement. Et ça fait plaisir à voir que l'agriculture intéresse la jeunesse. Pas n'importe quelle agriculture, mais l'agriculture que vous fabriquerez à votre tour, l'agriculture de votre génération. En tout cas, merci de votre participation à tous et merci au directeur du lycée Bazas de nous avoir accueillis sur AgriWeb TV, qui va maintenant être véhiculé sur les sites web, puisque le salon d'agriculture Bordeaux, je termine par là, est devenu hybride, c'est-à-dire qu'il y a une partie en virtuel, mais en parlant de choses très concrètes, et sur le net, qui intéresse toute la région, et une partie présentielle, qui est un peu plus professionnelle sur l'élevage, mais aussi un outil, un média de communication entre agriculture et grand public, parce qu'il faut qu'on s'explique. Et voilà, quelles sont les attentes du grand public et aussi quels sont les problèmes des agriculteurs pour répondre à ces attentes. Voilà, on traitera de tout ça pendant 15 jours. Soyez attentifs et soyez curieux.